le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris, près de la place d'Aligre et de son joli marché qui vient de se terminer. Et nous sommes dans les locaux du refuge avec Alice Evin qui travaille ici. Et Alice, donc je vais te laisser te présenter et nous présenter cette association et son activité. Merci. Donc oui, on est ici dans les locaux du refuge qui accueille et héberge des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont victimes d'homophobie et de transphobie familiale. Donc c'est une association qui existe depuis 2003, qui a été fondée par Nicolas Noguier, qui préside encore aujourd'hui l'association, qui a été d'abord fondée à Montpellier et qui ensuite s'est étendue jusqu'à maintenant 20 délégations dans toute la France et outre-mer. Donc ici on propose effectivement des appartements en collectivité pour les jeunes et un accompagnement en accueil de jour. Donc avec un accompagnement global, tant sur l'insertion professionnelle, la gestion budgétaire, les démarches logement, mais aussi l'accès aux soins, à la santé. Parce que ces jeunes qui arrivent chez vous, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Alors souvent, donc, on a des jeunes qui ont contacté la ligne d'urgence qui est disponible donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ou alors ils viennent directement au local pour rencontrer les bénévoles et salariés qui sont sur place. Mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de jeunes hommes, c'est la plus grosse majorité des personnes qu'on reçoit. Ce sont des jeunes qui ont subi récemment ou un peu moins récemment un rejet de leur famille, après souvent un coming out qui s'est mal passé. Et donc une famille qui leur ont dit qu'il fallait partir en fait. Qui n'acceptaient pas le fait qu'ils soient homosexuels ou une autre problématique de genre. Exactement. C'est effectivement des jeunes qui auront un moment été surpris ou alors des familles qui auront su par les réseaux sociaux, beaucoup en ce moment, ou par un ami ou quelqu'un de la famille qui aura su. Et c'est vrai que les jeunes qui arrivent ici arrivent après un choc assez violent. Et dans tous les jeunes qu'on va pouvoir recevoir, on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent de pays, alors notamment, en tout cas à Paris, on reçoit beaucoup de jeunes de pays de l'Est, de Russie et de pays d'Afrique subsaharienne notamment. C'est dû aussi où l'homosexualité, où il y a encore la peine de mort dans oui. Plusieurs pays, il faut le rappeler quand même, dans beaucoup de pays encore, beaucoup trop. Enfin, de toute façon, un seul pays serait déjà trop. Oui, tout à fait. Il y a encore plus de 70 pays encore qui criminalisent l'homosexualité. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus des pays de l'Est, de la Russie, des pays d'Afrique subsaharienne notamment. C'est des pays où l'homosexualité est encore criminalisée, ou encore au niveau de la culture, parfois de la religion aussi, pas du tout acceptée. Donc après, dans chaque pays... Avec quelquefois de la torture, la peine de mort, mais aussi la torture, ou dans certains pays, des viols pour les remettre, entre guillemets, dans le droit chemin. Oui, complètement. Selon les pays, ça diffère un petit peu. On voit de plus en plus justement l'utilisation des réseaux sociaux pour dénoncer, pour outer des personnes homosexuelles et des milices en fait qui sont mises en place via ces réseaux sociaux-là. Pour outer pour nos amis qui ne sont pas forcément très au fait du sujet, donc ça veut dire révéler l'homosexualité de quelqu'un contre son gré, sans que ce soit son choix. Tout à fait, de le faire savoir. Oui. Et c'est vrai que dans ces pays-là, donc là moi je reçois beaucoup de jeunes en entretien pour faire un peu un état des lieux de leur situation, de leur parcours et leurs demandes auprès du refuge. Les récits de vie sont effrayants, sur les récits de vie, de leur vie sur place et de la façon dont ils ont dû fuir le pays. Sont des récits qui sont effrayants, parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans ces pays-là à quel point l'homosexualité est encore très mal vue, voire considérée comme un crime, comme une maladie. Et c'est très important, et c'est aussi pour ça que au refuge, on a des places pour les demandeurs d'asile. Donc en fait, on a un agrément auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc l'OFPRA. Donc on a la possibilité d'accompagner ces jeunes-là dans tout le processus de demande d'asile. Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans les migrants, on parle souvent des migrants économiques, des migrants qui fuient les guerres, et on parle peu de cette problématique des migrants qui fuient la peine de mort. Complètement, c'est encore un parcours du combattant pour ces jeunes-là qui doivent en entretien à l'OFPRA parler beaucoup de leur intimité, beaucoup s'exposer.
Donc c'est vrai que nous... Avec des gens qui ne sont pas forcément formés pour entendre ça non plus. Ouais. On essaye, donc on voit avec les officiers de l'OFPRA pour qu'ils soient un peu plus sensibilisés. Ils ont ce désir d'être plus formés, plus sensibilisés. Ils font appel à des associations LGBT pour pouvoir connaître un petit peu mieux. Mais aussi de connaître un petit peu mieux la situation géopolitique sur l'homosexualité dans ces pays-là, et que ce soit des informations vraiment de personnes qui ont vécu là-bas et qui ont été eux-mêmes victimes d'homophobie. Donc c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi qu'on accompagne les jeunes dans tout ce processus-là, et avec aussi un accompagnement psychologique. On a des psychologues pour voir les jeunes, pour essayer de démêler un petit peu tout ce qui a pu leur arriver, et de voir un petit peu ce qu'ils ont pu subir. Oui. Ouais. Donc voilà, on travaille avec des bénévoles énormément. On reste une association qui fonctionne énormément avec le bénévolat. Donc à Paris, on en a une 30aine qui sont répartis par pôle et qui nous soutiennent, nous, travailleurs sociaux, dans notre accompagnement, et qui sont là aussi pour créer un lien plus particulier avec ces jeunes-là, qui ont souvent perdu le lien avec leur famille, perdu un lien affectif, ou n'en ont pas forcément eu auparavant. Donc c'est vrai que c'est aussi... ici au refuge, on essaie de créer un petit peu un cocon autour de ces jeunes, et essayer de voir, pas pour remplacer la famille, mais pour essayer que la personne puisse se construire à nouveau avec un environnement qui rappellerait celle de la famille. Dans les différents témoignages vidéo et dans le documentaire que Pascal Petit a réalisé avec Sonia Roland, on voit bien dans tous les témoignages que le traumatisme, c'est quelque chose de très très violent en fait. On sent qu'au niveau de la construction, comme le refuge est sur une tranche d'âge particulière. Oui, oui, complètement. Donc de 18 à 25 ans, on peut aussi accompagner des jeunes mineurs. Après, ça va plus poser la question de la responsabilité, donc par rapport à l'autorité parentale. Nous, en tout cas à Paris, on ne peut pas forcément accepter de mineurs, parce qu'on travaille avec des appartements en collectivité, avec des jeunes qui sont plutôt autour de 21, 22 ans. Et au final, nous, on n'est pas assez présents dans les appartements, on fait des visites, mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté pour des mineurs d'être seuls en colocation, c'est un petit peu violent. Oui, avec des gens qui n'ont pas choisi. Complètement. Et à partir de 25 ans, c'est aussi dans l'administration française, c'est finalement un cap entre à partir de 25 ans. Il y a aussi d'autres aides qui sont disponibles et d'autres structures. Donc c'est vrai qu'on a cette tranche là aussi qui est particulière, parce qu'on est juste après l'adolescence, parfois encore un peu dedans. Mais en tout cas, nous, on a fait ce choix-là d'accompagner à la majorité jusqu'à vraiment le début d'une vie. Parce que nous, on fait des contrats de 6 mois d'hébergement et d'accueil de jour. Et c'est vrai que c'est aussi dans l'idée de pouvoir propulser les jeunes. On est là au début, après un rejet, mais on est là aussi pour accompagner les jeunes vers plus d'autonomie, pour qu'ensuite ils puissent faire leur vie de leur côté. Et s'insérer soit au sein de leur famille, se réinsérer, soit dans la société. Oui, parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, c'est pas juste de l'hébergement, de ce que j'ai compris. Vous-même, je crois que vous êtes éducatrice sociale. De formation. C'est ça. Et justement, par rapport à tous ces bénévoles, comment ça se passe? Parce qu'ils reçoivent et ils doivent encadrer des jeunes qui sont dans des situations psychologiques compliquées. D'autant plus qu'on sait que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est 7 fois plus élevé, je crois, que chez les jeunes qui ne sont pas homosexuels ou qui n'ont pas de problématique de genre. Donc on voit à quel point c'est violent. Et quand ils arrivent, on sait aussi que cette détresse peut mener à la prostitution, parce qu'ils se retrouvent à la rue, qu'il peut y avoir des problématiques d'addiction aussi par rapport à ces difficultés. Donc, comment vous gérez les bénévoles pour qu'ils soient aptes à encaisser, j'allais dire, et à pouvoir encadrer des situations un peu extrêmes? Oui, c'est vrai que c'est une question importante au refuge. On a un petit peu ces deux pendants entre l'axe du bénévolat et l'axe du travail social. Moi, dans mes missions et dans celle de la déléguée départementale et régionale qui encadre la délégation, en tout cas de chaque délégation, ça fait partie de nos missions d'encadrer les bénévoles et de coordonner leurs actions. C'est-à-dire que les bénévoles ici déjà vivent tout un parcours d'accès au refuge, donc avec une réunion d'information, un questionnaire, un entretien, ensuite 3 mois de période d'essai. Donc c'est vrai que
C'est déjà à ce moment-là qu'on peut voir les bénévoles qui vont déjà avoir une certaine fibre pour pouvoir accompagner et avoir un pied dans l'association sans forcément complètement y être et avoir la possibilité de se dire au bout de quelques mois, en fait, ce n'est pas oui, je suis pas fait pour ça et voilà, et que ça s'arrête là. Après, nous on fait donc tout un parcours de formation pour les bénévoles, avec surtout des séminaires donc sur le travail social, sur la transidentité, sur l'écoute et la bienveillance. Donc c'est tout un parcours qui nous est cher aussi, parce que c'est vrai que des bénévoles arrivent avec leur envie, leur énergie, leur temps et leur cœur surtout. Nous, on va arriver avec un peu la casquette de professionnel, avec nos outils éducatifs. Et les deux pieds dans la réalité. Complètement. Et c'est vrai qu'on essaie de former un peu plus les bénévoles sur certaines questions. Et c'est aussi pour pouvoir les protéger un petit peu, qu'eux puissent avoir la bonne proximité avec toutes ces situations. Mais au final, ce qu'on peut demander le plus particulièrement aux bénévoles, c'est de s'investir, c'est de s'impliquer auprès des jeunes. Et déjà leur présence et leur temps est précieux. Et nous finalement, on va s'occuper un peu plus des choses un peu plus lourdes, pas forcément toujours très drôles, de démarches sociales, de démarches logement. Mais c'est vrai que les bénévoles ici font partie de tout l'accompagnement, seulement sur un certain axe qui n'est pas le travail social, mais qui va être beaucoup plus autour du lien avec les jeunes. Donc nous, on va encadrer ça pour les jeunes et pour les bénévoles, pour que finalement on trouve tous le niveau d'aisance pour le bon accompagnement. De se dire qu'on n'est ni trop proche ni trop éloigné, et de se dire qu'on fait régulièrement des points, des sortes de petites réunions avec les bénévoles de chaque pôle pour voir où on en est et de voir quelles sont leurs actions pour ensuite qu'eux aient un peu une marche à suivre. Pour pouvoir effectivement, quand on est face à des situations qui sont délicates, qui sont assez violentes, je pense qu'il est important de pouvoir en parler et de pouvoir échanger autour de ça et de se dire qu'on n'est pas seul. Je pense que l'idée d'avoir un groupe de bénévoles, c'est aussi important. Oui. Donc le refuge, c'est né quand et comment ? Donc effectivement, donc c'est Nicolas Noguier qui est fondateur et président de l'association, qui a créé l'association donc en 2003 à Montpellier et qui a pu l'étendre de plus en plus. Donc d'abord beaucoup plus dans le sud, il y a beaucoup plus de délégations dans le sud, donc à Marseille, à Lyon, à Toulouse. Et puis au fur et à mesure à Paris, qui existe depuis 2009. Je pense qu'il en parlera un petit peu mieux que moi, mais c'est vrai que lui, il avait ce désir-là de pouvoir accompagner des jeunes qui sont victimes de rejet familial, parce que ça lui était insupportable. Cette idée qu'il y ait autant de jeunes encore maintenant en 2019, où nous on continue de s'étendre alors qu'on devrait plutôt faire l'inverse finalement, essayer de s'éteindre. C'est vrai que là l'idée c'était de pouvoir proposer aux jeunes qui sont tout juste majeurs un accompagnement, un hébergement, et de pouvoir vraiment créer une association un peu protectrice pour ces jeunes-là. Oui, parce qu'on s'imagine qu'un jeune qui est rejeté par ses parents, enfin rejeté concrètement, qui se retrouve à la rue, on se dit oh ben il a bien des copains, ou il peut bien se... Et en fait, on se rend compte dans les témoignages qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent vraiment à la rue, à dormir dehors. Moi, j'ai été très touchée par le témoignage d'une jeune femme, je crois que c'est dans le documentaire de Pascal Petit, je me souviens plus comme j'en ai regardé plusieurs, qui raconte qu'elle a passé, je crois que c'est plusieurs mois, à dormir dehors, qui a quand même passé son bac, et où elle dormait dans sa voiture, je sais plus. Et en fait, il y en a beaucoup des témoignages comme ça. Donc je pense qu'on ne mesure pas quand on est dans la société ou comme ça au quotidien, on ne mesure pas tous ces jeunes qui se retrouvent sans un lit, sans avoir où dormir et qui se retrouvent SDF en fait. Est-ce qu'on sait combien de jeunes se retrouvent ainsi à la rue, rejetés par leur famille chaque année ? Là, je ne saurais pas donner de chiffres. Et d'autant qu'ils ne vous contactent pas tous. Non, c'est sûr que... Il y a des estimations ? Là, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question. Il y a ce chiffre que j'ai toujours en tête, c'est 25% des jeunes qui sont à la rue ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Et on reçoit beaucoup de jeunes qui ont été justement à la rue parce qu'il y a eu une sorte de rejet déjà en amont, parce que quand ils ont été placés par exemple, et qu'entre-temps ils auront fait leur coming out auprès de leur famille, il n'y a toujours pas de retour en famille possible, alors que ça aurait peut-être été possible autrement s'ils n'avaient pas été homosexuels.
Je ne me rends pas compte du nombre de jeunes à la rue. En tout cas, à Paris, on reçoit énormément de demandes par semaine. On est à peu près là à 6 à 7 demandes par semaine de jeunes qu'on ne peut même qui sont donc géographiquement sur Paris, autour de Paris. C'est ça. Nous, on est sur une délégation Île-de-France. Oui. Là, pour l'instant, on va se séparer. Pas au niveau national, on parle juste au niveau de l'Île-de-France, 6 à 7 demandes par semaine. Pour donner un peu des chiffres, de toute façon, sur toute la France, dans l'année 2018, on a recensé 6000 appels de jeunes qui sont en demande d'accompagnement ou d'hébergement. Sur toute la France. Pas forcément rejetés, ça peut être des jeunes qui sont victimes d'homophobie. Oui, qui ont besoin d'avoir une écoute, parce qu'on a une ligne d'urgence, mais aussi donc une ligne d'écoute qui est reliée. Et c'est vrai que là, en tout cas à Paris, moi de ce que je connais, mais finalement la situation reste la même dans beaucoup d'autres villes et délégations. Ce sont des jeunes qui sont quasiment tous à la rue ou qui vivent dans une voiture, parce que c'est vrai que le rejet familial a souvent été très brutal, très soudain, et ils arrivent dans les premiers jours, voire les premières semaines, à trouver un ami, une personne de la famille. Et puis très rapidement, ils sont à la rue et ça va très très vite. Quand ils sont étudiants, ils n'ont pas forcément pas de revenus, ils n'ont pas de... Oui. Ils arrivent souvent avec des projets plein la tête où tout s'arrête d'un coup. Parfois des études qui viennent de commencer ou alors des études qui sont proches de finir. Mais voilà, quand on n'a pas de logement et quand on passe sa journée à réfléchir à où est-ce qu'on va dormir le soir et ce qu'on va manger aussi, c'est très difficile de continuer ses études. On a des jeunes ici qui sont capables d'une grande résilience et de pouvoir quand même reprendre des études, de pouvoir reprendre un travail rapidement. Mais c'est vrai qu'ici, on a toujours un temps d'adaptation. Les jeunes ont toujours besoin d'un temps d'adaptation entre le moment où ils arrivent et le moment où ils sont vraiment en capacité de pouvoir reprendre des études, un travail. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à Paris, on a énormément de jeunes à la rue. Et encore une fois, ça va très vite. C'est tout un processus, un engrenage qui se met en place où ils ont besoin d'argent. Ça va aller très vite vers la prostitution, vers l'escorting. Oui. C'est compliqué après de pouvoir revenir à la réalité. Et il y a beaucoup plus de jeunes garçons. Oui. Mais parce que dans les proportions, il y a beaucoup plus de jeunes garçons qui sont rejetés par leur famille, ou est-ce que les jeunes garçons viennent plus spontanément vous demander de l'aide ? C'est toujours un peu le processus. Oui, ça forme un peu un cercle. On ne sait plus trop quel est le chemin et comment ça s'est passé. Mais alors, ça va être plus mon avis, mais c'est vrai que je pense que l'homosexualité masculine est beaucoup moins acceptée que l'homosexualité féminine. Il y a aussi le fait, je pense, que les jeunes filles ont beaucoup plus la possibilité d'avoir de l'aide. Non pas qu'elles demandent plus d'aide, mais je pense que les emplois, en tout cas vers lesquels elles vont aller, sont des emplois souvent sans diplôme, qui sont plus recherchés pour les employeurs. Les femmes sont plus recherchées par les employeurs que des garçons, et c'est pareil pour les logements privés. On sait qu'il y a tout un réseau de sous-location, de colocation, ou même avec peu de ressources, c'est possible quand même d'avoir accès à des logements privés, et on le voit encore sur des annonces, on demande des jeunes filles sérieuses, et pas des jeunes garçons. Et c'est vrai que, après ça serait aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'effectivement on reçoit beaucoup de jeunes garçons qui ont beaucoup moins accès à des aides, qui ont beaucoup moins la possibilité de pouvoir ne serait-ce que s'expliquer avec leur famille. Enfin, c'est vrai que dans le coming out des jeunes garçons, alors d'autant plus pour des jeunes qui font que leur coming out de transidentité, où ils annoncent qu'ils sont des femmes transgenres, là on voit un rejet violent et déterminé. Non seulement un rejet de la maison, mais c'est souvent une violence physique aussi. Oui. Et c'est souvent les pères qui s'en prennent, qui ne supportent pas apparemment que leur garçon leur annonce ça. Et là, il y a des jeunes qui sont vraiment tabassés par leur père. Il y en a un qui s'est retrouvé avec le fusil sur la tempe. Il y a c'est des histoires qui paraissent un peu dingues à notre époque maintenant. En France. J'ai regardé un peu vos chiffres et ceux qui sont sur le site de SOS Homophobie. Oui. Donc sur la page Facebook du refuge, on trouve les chiffres de 2017. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais je pense qu'il faut vraiment les faire connaître au plus grand nombre. Ouais. Donc 2017, le refuge, 788 demandes d'hébergement ont été actées. Pas moins de 50 000 textos ont été échangés avec les jeunes en détresse sur la ligne d'urgence et avec la dizaine d'écoutants bénévoles. Pour répondre à l'explosion de demandes,
Donc ça, je lis l'extrait qui est sur la page Facebook du refuge. Nous avons enregistré 29 259 nuitées, dont 27 752 en appartement relais et 1507 en structure hôtelière. Quand je lisais ça, j'avoue que je tombais un peu dénue, même si je connais cette problématique et je m'y suis déjà intéressée, mais ces chiffres-là, franchement, là, c'est là au XXIe siècle en France, je trouve ça donne une triste image de là où en est notre société, je trouve. On a eu l'impression que la situation s'améliorait, que l'homophobie reculait, mais en fait, là, c'est pas une impression, c'est une réalité. On régresse de nouveau puisque les agressions homophobes réaugmentent en France. Depuis quelques années, le nombre d'agressions physiques, donc là je cite les informations trouvées sur le site de SOS Homophobie, le nombre d'agressions physiques signalées à SOS Homophobie est en hausse de 66%, c'est incroyable, hein, 66%, passant de 139 en 2017 à 231 en 2018, et au dernier trimestre 2018, une agression physique par jour était rapporté à SOS Homophobie. À quoi peut-on attribuer cette régression ? Qu'est-ce qui fait que ça empire ? Est-ce qu'au travers des témoignages des jeunes qui arrivent jusqu'à vous, qui ont pu vivre ça, vous voyez quelque chose se dessiner, des réponses à cette question ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs pistes par rapport à ça. Je pense que la parole se libère beaucoup plus chez les jeunes. Mais on le sait depuis toujours, les jeunes avancent beaucoup plus vite que leurs aînés qui... Oui, on le voit sur le climat aussi. Oui, oui, complètement. On voit ces jeunes. Moi, je suis encore positivement surprise de voir tous ces jeunes qui sont là en manifestation, qui sont là... par solidarité. Par solidarité, Oui, qui ne sont pas forcément eux-mêmes... dans les manifestations, qui ne sont pas forcément eux-mêmes homosexuels ou avec des problématiques, mais qui viennent pour soutenir parce qu'ils ont des amis ou parce que simplement ils trouvent ça anormal et veulent se positionner. Oui, je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle un petit peu dans tout ça. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes qui assument, qui en parlent beaucoup plus et qui veulent faire bouger les choses. Néanmoins, c'est un peu finalement... L'effet pervers de tout ça, c'est qu'ils se montrent beaucoup plus, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, les parents vont beaucoup plus être à même de découvrir sur les réseaux sociaux l'orientation sexuelle de leur enfant. Je pense qu'on en parle beaucoup plus. Parce que c'est vrai que les chiffres de SOS Homophobie montrent les personnes qui auront dénoncé ces faits-là. Je pense que c'est de plus en plus acté dans la société du fait qu'il faille en parler, que ça doit sortir. Oui, du coup, on se demande quand même, est-ce qu'il y a de plus en plus d'agressions ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui se manifestent ? C'est toujours la question. Je pense qu'il y a aussi des questions de période. On sait qu'au moment de la loi sur le mariage pour les personnes homosexuelles, il y a eu beaucoup plus d'agressions parce que justement la parole se libérait aussi du côté des personnes qui étaient contre le mariage homosexuel et que c'était aussi... Oui, ça a désinhibé là complètement. Beaucoup de haine, on peut dire. Hein. Oui, et je pense qu'aussi les manifestations du mariage pour tous montrent beaucoup plus visiblement l'état d'esprit plus homophobe et qui vont être clairement contre les droits des personnes homosexuelles. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là on en parle davantage, ce qui crée peut-être encore plus de liberté, mais aussi de prise de risque. Et de résistance de la part de ceux qui... Mais en même temps, ce ne sont pas que les populations LGBTIQ, je ne sais pas à combien de lettres on en est là, mais bon... Il y en a toujours qui se rajoutent, mais il y a aussi un rejet de plus en plus violent de toutes les minorités, en fait, que ce soit des problématiques de couleur de peau, ou de religion, on sent qu'il y a quand même une crispation en ce moment et une régression dans la tolérance par rapport à accepter la différence. Il y a par contre aussi dans les choses positives quand même de plus en plus, me semble-t-il, de personnalités qui soutiennent, qui elles aussi vivent elles-mêmes l'homosexualité ou sur une question d'identité de genre. Donc vous avez comme marraine Muriel Robin qui a l'air assez engagée, et puis Sonia Roland qui elle est venue pour participer au documentaire, et puis pas mal d'autres personnalités. On a vu aussi dans le football qu'il y a pas mal de personnalités qui commencent aussi à prendre position clairement sans être forcément non plus homosexuels et tout ça, ce qui
qui est une bonne chose, je trouve. Est-ce que les jeunes qui arrivent pour vous voir, par rapport à eux, est-ce que ça joue un rôle important, ça, le fait que des personnalités, des gens connus s'expriment sur le sujet? Je pense que le moment où ils demandent de l'aide, parce qu'effectivement nous on travaille avec des jeunes qui sont en totale libre adhésion, c'est-à-dire que c'est eux qui font la démarche de venir vers nous, je pense qu'ils ont à ce moment-là besoin d'avoir des figures modèles autour d'eux, des personnalités qui peuvent davantage leur montrer un peu la voie aussi, oui. De se dire qu'on peut être grand, adulte, avoir un travail et admiré par beaucoup de gens. Oui, voilà, aimé par beaucoup de gens. Toute une communauté, et c'est vrai que c'est là où c'est important d'avoir aussi donc, des personnalités qui nous soutiennent et qui parfois viennent nous voir aussi, parce qu'on a des temps de permanence où beaucoup de personnages publics viennent nous rencontrer pour eux-mêmes aller à la rencontre des jeunes pour comprendre aussi et pas forcément être sur la théorie, sur les chiffres, mais vraiment de rencontrer directement les jeunes. Et les jeunes ici jouent le jeu, et je pense qu'il y a aussi ce côté-là de se raccrocher aussi un petit peu à là l'avenir, qu'est-ce que ça peut être pour moi? Ça peut être comme tel footballeur, comme tel mannequin, ou simplement des vendeurs, des agents commerciaux. Oui, tout n'est pas fermé, qu'il peut y avoir de l'espoir. Ils ont toute une voie qui s'ouvre devant eux, et c'est aussi l'intérêt. Ouais. Donc ces jeunes qui peuvent contacter, venir au refuge, on l'a dit, entre 18 et 25 ans. Et alors que se passe-t-il s'ils se retrouvent à la rue avant 18 ans? Quelles sont les possibilités pour eux? Avant 18 ans, donc, ce sont des mineurs. L'État est dans l'obligation de protéger tous les mineurs sur le territoire français. Donc dans ces cas-là, un signalement peut être fait. Et dans ces cas-là, l'aide sociale à l'enfance est là pour protéger ces mineurs-là. Mais par exemple, des jeunes qui écouteraient le podcast, qui sont dans cette situation et qui peuvent avoir 14, 15, 16 ans, qui a un problème avec, ça lui pose une souffrance. Il se sent attiré par quelqu'un du même sexe ou il sent qu'il a un problème avec son identité de genre. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, puisqu'il ne peut pas contacter le refuge, si j'ai bien compris directement? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Où peuvent-ils appeler? Où peuvent-ils avoir de l'aide? Alors, la ligne d'urgence, finalement, les jeunes peuvent contacter la ligne d'urgence, demander une écoute. Et donc on a des bénévoles, des écoutants qui sont là aussi pour répondre aux questions des jeunes. Donc, et les orienter. Oui, donc je peux donner le numéro, donc c'est au 06 31 59 69 50. D'accord. Donc il y a ce numéro-là qu'ils peuvent contacter. Alors donc là, c'est pour des jeunes qui vont se sentir en danger ou en risque de danger. Il y a toujours le 119. Qui est le numéro de l'enfance en danger, qui fonctionne aussi pour des jeunes LGBT ou alors simplement en questionnement en tout cas, qui ont besoin d'avoir à un moment cet espace de parole et de pouvoir déposer certaines choses sans jugement et en toute bienveillance. Et sans forcément de solution, c'est vrai qu'on ne le pense pas forcément, mais même de nous appeler nous, ça n'engage à rien. On ne va pas les orienter quelque part, on ne va pas les forcer à rentrer dans un dispositif. Des fois, c'est simplement de pouvoir parler. Et on est là aussi pour ça. À Paris, en tout cas, moi, je peux aussi conseiller. Donc, il y a une association qui s'appelle le MAG, qui fait des permanences d'écoute, de rencontres. Le MAG Le MAG, ouais. MAG. MAG, ouais. Un magazine. C'est ça. Qui reçoit des jeunes entre 15 et 24 ans. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres jeunes. Après, il y a tout un réseau de petites associations. Il y a le centre LGBT aussi à Paris. Et puis, des centres LGBT, il y en a un peu partout en France. Mais c'est vrai que c'est aussi de voir du côté de tous les tissus associatifs. Je pense qu'à partir d'un moment où une personne qui se sent fragilisée, s'il fait la démarche d'aller vers les associations, vers des personnes qui peuvent l'accompagner, ça n'engage pas forcément à quelque chose. Des fois, juste d'avoir un contact, ça peut suffire à pouvoir se sentir déjà un petit peu mieux. Oui. Le refuge, en fait, leur apporte hébergement, il y a de l'aide psychologique, de l'aide juridique. Là, donc, là, il y a des professionnels qui sont habilités à faire ça correctement, on va dire. J'ai vu qu'il y avait aussi de la sensibilisation en milieu scolaire. Complètement, oui, ça fait partie. Ça, c'est important aussi. Oui, ça fait partie. C'est arrivé tardivement en France, parce que je sais qu'au Québec, il y a très longtemps qu'ils sont sur tous ces sujets-là de sensibilisation et dans la société, dans les milieux scolaires. Je pense qu'il fallait aussi attendre que les établissements scolaires soient prêts, que ça soit porté par des professeurs, des proviseurs et principaux qui sont dans cet esprit-là de pouvoir être sensibilisés. Et c'est vrai que c'est une grosse partie de l'association de pouvoir aller dans les établissements scolaires mais aussi dans les entreprises, de pouvoir sensibiliser les personnes, les professionnels et de pouvoir finalement simplement échanger, de voir un petit peu les réactions et si déjà quelques jeunes, des enfants, des adolescents qui peuvent rencontrer
bougent un petit peu ou sont un petit peu touchés déjà sur ces questions-là, on avance. Oui, pour éviter d'employer de façon banale certaines insultes ou Complètement. de se moquer en ne sachant pas forcément. Moi, j'ai vu ça souvent dans des cantines d'entreprise, par exemple, les vannes qui peuvent sortir à table sur le sujet sans savoir qu'il y a quelqu'un à la table qui est concerné. Et ça peut être assez grossier, assez humiliant. Et voilà, ça fait partie de toutes les choses, comme le racisme d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de choses dont les gens n'ont pas conscience et qui véhiculent comme ça des choses qu'on véhicule dans la vie quotidienne, des clichés, tout un tas de choses. Donc il y a aussi l'intervention auprès des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social et plus largement auprès des pouvoirs publics et des citoyens. Parce que je crois que vous avez un nouveau statut, non ? À la fin de l'année. On va être fondation. Donc l'association est une association loi 1901 et va passer en fondation. Donc c'est vrai que ça va être un autre statut avec d'autres possibilités. Parce que là, vous avez déjà un agrément, je crois, de la part de l'État. On a un financement, oui, ne serait-ce que pour les psychologues, parce qu'on fonctionne notamment avec des dons privés. C'est 80% en fait de notre financement qui vient de dons privés, d'entreprises qui peuvent nous financer. Mais c'est vrai qu'on a aussi... Oui, parce qu'il y a les appartements aussi. Voilà. C'est vrai que quand on a entendu les chiffres là tout à l'heure, c'est énorme. Oui. Oui, surtout à Paris, là on est sur des loyers et l'achat aussi qui est ce qu'il est à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres structures de ce type qui ne sont pas le refuge, mais est-ce qu'il y avait déjà eu des choses avant ou est-ce que vous êtes un peu seul sur le terrain ? Des associations qui accompagnent des jeunes au niveau social, oui, il y en a. Des associations qui hébergent, oui. Mais des associations LGBT qui hébergent et font l'accompagnement social avec des travailleurs sociaux et des bénévoles, sous cette forme-là, en tout cas, ça n'existe pas autrement. Après, donc c'est aussi là où on peut orienter des jeunes quand on n'a plus de place, ce qui arrive souvent. On va les orienter vers une association, puis une autre, pour essayer de recréer cet accompagnement global, mais finalement qui va se faire avec plusieurs professionnels. Ici, l'intérêt, c'est que moi, j'accompagne les jeunes dans toute leur globalité. Et c'est vrai que, voilà, après, sinon, il y a beaucoup d'associations qui vont proposer de l'hébergement, des associations LGBT qui vont proposer un accompagnement social, juridique, économique, mais pas de la même forme que le refuge, tout regroupé, finalement. D'accord. Et est-ce qu'on sait si dans les pays voisins, par exemple, là on a parlé des pays où c'est pire qu'en France, est-ce qu'il y a des pays où c'est mieux, où il y a des initiatives plus avancées pour à la fois la prévention de l'homophobie, mais aussi pour faire des choses comme vous faites vous, pour aider, accompagner Je sais que dernièrement, la Belgique s'est inspirée du refuge pour créer une association un peu comme celle-là. Je sais que le travail social est forcément différent dans d'autres pays et ça correspond aussi à la population qu'ils vont avoir et la politique aussi qu'ils vont avoir dans leur pays. Je pense que de toute façon, c'est surtout en Europe que ça bouge, un peu autour de nous. Maintenant, voilà, aux États-Unis, ils ont leur association aussi. Ne serait-ce qu'à San Francisco, ils ont une association qui ressemble un peu à celle qu'on a. Oui, ils ont toujours été très en avance et en tête, mais quelquefois il y a des pays auxquels on pense moins. On en parlait avant cette interview, parce que j'ai tourné donc un documentaire au Népal que le refuge avait relayé et dans lequel il y a sur les 6 personnes que j'ai suivies une personne transgenre et j'ai eu l'occasion de l'accompagner et j'étais assez étonnée parce qu'ils étaient dans des problématiques donc de post-séisme après les tremblements de terre de 2015 et en fait il y a des organisations qui s'occupent d'essayer d'aider les écoles à progresser au Népal. Donc évidemment, c'était pas forcément ça semblait pas forcément les choses les plus urgentes un mois après le tremblement de terre. Mais j'ai accompagné donc Manisha à une réunion qui était organisée par une de ces associations qui toute l'année essaie de faire avancer un peu les choses dans tout le milieu scolaire et avec de nombreuses actions. Et là, en l'occurrence, c'était une réunion où des futurs enseignants qui étaient qui étaient eux-mêmes étudiants mais qui allaient devenir enseignants peu de temps après, étaient invités. Donc on était dans une salle comme celle-ci avec une bonne trentaine de futurs enseignants autour de la table et donc le responsable de l'association avait invité Manisha pour qu'elle s'exprime devant eux en tant que personne transgenre et pour que eux
lui pose les questions qu'il pouvait avoir pour prévenir ensuite quand il pourrait avoir dans leurs élèves des jeunes qui seraient ou homosexuels ou avec des difficultés avec l'identité de genre. Et j'étais très étonnée de voir que dans ce pays, à ce moment-là, et je trouvais qu'ils étaient sur cet aspect très en avance. Puisque nous, on peut se penser beaucoup plus développé que ce pays-là. Il n'y a pas si longtemps qu'en milieu scolaire, on essaie de travailler sur le sujet. C'est vrai que ça dépend des pays aussi. Enfin, je sais qu'en Russie, j'ai oublié le nom complet, mais je crois que c'est LGBT Network, qui est une association qui vient en aide aux personnes LGBT en Russie, qui est sans cesse, c'est une association qui est assez en danger. Là, récemment, une travailleuse sociale qui a été assassinée en Russie, qui faisait partie de cette association-là. Mais il y a des initiatives qui se mettent en place, qui émergent, même dans ces pays-là où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée, encore moins la transidentité, où c'est considéré comme une maladie et comme quelque chose à éradiquer. Mais on a toujours un peu l'espoir de voir effectivement dans ces pays-là des associations qui viennent en aide aux personnes LGBT qui émergent. Mais voilà, c'est par stratégie et par prise de risque, mais qui sont nécessaires, que ça peut avancer. Oui. Alors, pour les personnes qui ont écouté cette interview, qui sont encore avec nous à la fin de l'interview, qui ont donc été intéressées et qui pourraient vouloir vous soutenir, vous aider, quelles sont les différentes formes ? Alors le mieux c'est de faire une prise de contact avec nous pour voir un petit peu, parce qu'on a des dons, de l'argent plus précisément, mais ça peut être aussi des dons de meubles, de vêtements, et c'est vrai que en contactant, pour les appartements. Oui. Complètement, c'est vrai que ça peut être des choses qui sont toujours importantes et intéressantes pour les jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent contact avec nous, donc les numéros sont disponibles soit via la ligne d'urgence, soit par délégation sur internet, c'est facilement trouvable. En tout cas, pour adresser un don, donc il y a la possibilité de nous envoyer un mail à l'adresse contact@le-refuge.org. Donc pour expliquer un petit peu les dons. Et donc il y a un numéro aussi par SMS pour pouvoir faire des dons au 9 26 26. Et là, donc, une fois que le numéro est composé, on choisit le montant qu'on veut donner. Exactement. Oui. C'est là où on peut préciser le chiffre du montant souhaité et envoyer au 9 26 26 pour des petits dons. Bon, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qui est important à dire sur le sujet ? Pour moi, oui. Bon, très bien. Alice, merci beaucoup. Merci beaucoup. De votre accueil, de nous avoir expliqué tout ça, de nous rappeler à quel point il est important de regarder, de considérer toutes les minorités dans notre pays et de rappeler que la diversité est importante et riche. Merci de m'avoir écouté. Très bonne continuation à vous, en espérant que, comme vous le disiez, que vous n'ayez pas à continuer votre activité trop longtemps. Je suis désolée pour votre travail, mais ce serait autre chômage rapidement. Oui, ce serait une bonne nouvelle. Malheureusement, je crois que ce n'est pas encore d'actualité. Ça va prendre encore quelques temps. Eh bien, bonne continuation en attendant. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.